saw. For the first time today, I really saw those faces. C'était un jour froid et brumeux de novembre 1991. Sur le plateau de tournage du film IP5, au cœur d'une forêt glaciale, un vieil homme fatigué s'apprêtait à jouer sa dernière scène. Ironie du sort ou prophétie macabre, le scénario prévoyait que son personnage meure d'une crise cardiaque sous un arbre. Quelques jours plus tard, la réalité a rattrapé la fiction avec une brutalité effrayante. Bienvenue sur Icônes et Silences. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier d'une légende qui a emporté ses secrets dans la tombe. Yves Montand, ce nom résonne encore comme un monument de la culture française. Il était le visage de l'ambition, la voix des feuilles mortes et le symbole d'une virilité rassurante. Pour le monde entier, il avait tout, la gloire, la fortune et l'amour des plus belles femmes de la planète. Mais derrière le rideau de velours rouge, loin des projecteurs aveuglants de l'Olympia, se cachait un homme hanté par des démons que le public ne soupçonnait pas. On dit souvent que les icônes ne meurent jamais, mais elles saignent. Et Yves a saigné en silence pendant des décennies. 3 jours avant que son cœur ne cesse de battre, dans la solitude de ses dernières heures, le géant a brisé le silence. Il a repensé à 3 ombres, 3 entités précises à qui il n'a jamais accordé son pardon. Qui a volé son innocence et l'a forcé à grandir trop vite? Quelle tentation fatale a détruit l'unique véritable amour de sa vie? Et surtout, quelle force obscure a osé profaner son sommeil éternel, allant jusqu'à violer sa sépulture des années après sa mort? Aujourd'hui, nous allons lire entre les lignes de sa vie pour découvrir ces vérités dérangeantes. Mais avant que nous ne révélions le nom de ceux qui ont tourmenté sa fin de vie, nous devons comprendre la source de sa rage. Son premier ennemi n'était pas un homme, mais une mémoire douloureuse et violente, signée Mussolini. Pour comprendre la rage de vaincre qui brûlait dans le regard d'Yves Montand, il faut effacer l'image du dandy en smoking. Il faut regarder dans les yeux d'un petit garçon terrorisé nommé Ivo Livy. Son premier ennemi n'avait pas de visage humain, c'était une force brutale qui a chassé sa famille de leur terre natale en Italie. Le fascisme de Mussolini, c'est à cause de cette haine politique que la famille Livy a dû fuir vers la France, abandonnant tout derrière elle pour atterrir dans la crasse des quartiers pauvres de Marseille. Là-bas, le petit Ivo a découvert la cruauté du monde. Il n'était pas encore une idole, il était juste un enfant d'immigrés, un rital, comme on les appelait avec mépris, dans la cour de récréation. La pauvreté n'était pas une idée abstraite pour lui, c'était une compagne de chaque instant qui lui mordait le ventre. Il a dû quitter l'école à 11 ans, pas par choix, mais par nécessité. Il a travaillé à l'usine, sur les docks, le visage couvert de poussière, les mains abîmées par le labeur. C'est précisément là, dans cette boue et cette sueur, qu'il a juré qu'un jour, le monde entier connaîtrait son nom. Il ne pardonnerait jamais à la misère d'avoir volé son enfance. Et ce nom, il l'a forgé à partir de l'amour le plus pur qui soit. Sa mère, Giuseppina, mélangeait l'italien et le français quand elle l'appelait pour monter à l'appartement. Elle criait par la fenêtre « Ivo, monta, Ivo, monta ». Ces 2 mots, répétés jour après jour dans les ruelles de Marseille, sont devenus son armure. Ivo Livy est mort pour laisser place à Yves Montand, un nom de scène taillé comme un diamant, conçu pour briller et pour faire oublier l'enfant pauvre qu'il était. À force de talent et de charisme, il a fini par conquérir Paris. Il est devenu le prince du music hall, l'amoureux idéal que la France attendait. Il pensait avoir gagné la partie, il pensait être intouchable. Mais le destin est un scénariste cruel. Alors qu'Yves pensait avoir laissé ses démons à Marseille, un nouvel ennemi l'attendait de l'autre côté de l'océan. Une tentation dorée aux cheveux blonds platine qui allait lui faire commettre l'irréparable et briser le cœur de la seule femme qu'il avait vraiment aimée. Nous sommes en 1960, Yves Montand est au sommet du monde. Hollywood, l'usine à rêves, lui ouvre ses portes dorées. C'est la consécration ultime pour le petit immigré italien. Mais la lumière de la Californie est trompeuse, elle brûle autant qu'elle éclaire. C'est là, sur le tournage du film Le Milliardaire, qu'il a rencontré son deuxième ennemi. Ce n'était pas une personne qui lui voulait du mal, au contraire, c'était la tentation incarnée, Marilyn Monroe.
Elle était la femme la plus désirée de la planète. Il était l'homme le plus charmant d'Europe. Le scénario était écrit d'avance. Ils ont cédé. Une passion foudroyante, brève, mais dévastatrice. Pendant que les journaux du monde entier se délectaient de cette idylle scandaleuse, à des milliers de kilomètres de là, à Paris, une femme se mourait à petit feu. Simone Signoret. Simone, sa complice, son pilier, son grand amour. Elle n'a pas crié, elle n'a pas fait de scène, elle a affronté la tempête avec une dignité royale qui forçait le respect. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé net. Le public a vu Simone vieillir prématurément, on a vu son visage se marquer, sa beauté légendaire se faner, comme si elle voulait rejeter ce monde superficiel qui lui avait volé son mari. Elle a cherché du réconfort dans l'alcool et le tabac, noyant son chagrin dans un silence assourdissant. Yves est revenu vers elle. Bien sûr, il est resté à ses côtés jusqu'à la fin, mais il savait qu'il avait échangé un diamant éternel contre un éclat éphémère. Il ne s'est jamais pardonné cette faiblesse. Il a haï cette industrie du cinéma, cette machine à broyer les couples, qui vous fait croire que tout est permis sous prétexte que vous êtes une star. Quand Simone s'est éteinte en 1985, elle a laissé Yves seul, prisonnier de ses remords, dans leur immense maison d'Auteuil. Il pensait avoir payé le prix fort. Il pensait qu'après avoir perdu l'amour de sa vie, le destin le laisserait finir ses jours en paix. Il se trompait lourdement. Car dans l'ombre, une menace bien plus sinistre se préparait. Des vautours guettaient le vieil homme affaibli, prêt à lancer une attaque judiciaire qui allait le poursuivre au-delà de son dernier souffle. Ce qui l'attendait n'était pas seulement un scandale, c'était une profanation. Les dernières années du patriarche ne furent pas douces, elles furent bruyantes, encombrées par les avocats et les tribunaux. Une jeune femme, Anne Drossart, clamait haut et fort être sa fille illégitime. Elle réclamait une reconnaissance, un nom, une part de l'héritage. Pour Yves, ce n'était pas seulement une affaire judiciaire, c'était une insulte. Il se sentait traqué. Il voyait dans cette démarche non pas une quête de vérité, mais l'avidité d'une époque qui ne respecte plus rien. On lui demandait de fournir son sang, son code génétique, comme s'il était un criminel ou une bête de foire. De son vivant, Yves a refusé catégoriquement le test ADN, il a dit non avec la force d'un lion blessé, il voulait protéger sa dignité, il voulait qu'on le laisse vieillir et mourir en homme libre, pas en suspect. Il est mort en pensant avoir emporté ce secret avec lui, mais il avait sous-estimé la cruauté du système. Ce qui s'est passé ensuite dépasse l'entendement. En 1998, 7 ans après ses funérailles, l'impensable s'est produit au cimetière du Père-Lachaise. Sur ordre de justice, dans la froideur d'une nuit sans lune, on a violé le sommeil de l'icône. On a creusé la terre, on a ouvert le caveau et on a exhumé le corps d'Yves Montand. Imaginez la scène, le grand Montand, celui qui avait fait rêver l'Amérique et la Russie, sorti de son cercueil pour être livré à la science froide des laboratoires. C'était le prix ultime à payer pour sa célébrité, même la mort ne lui offrait aucun refuge. L'ironie tragique de cette histoire, c'est que les résultats ont prouvé qu'il n'était pas le père. On avait profané sa tombe pour rien. Le silence de la mort avait été brisé par le bruit inutile des vivants. Mais revenons quelques jours avant ce chaos, revenons à ce moment suspendu dans la forêt glacée du tournage d'IP5, là où Yves, sentant peut-être la fin approcher, a finalement trouvé une forme de paix. C'est là, entre deux prises, le souffle court, qu'il a livré son dernier message au monde, un message que nous avons mis trop longtemps à décrypter. Retournons une dernière fois dans cette forêt glaciale de novembre 1991. Yves Montand venait de tourner la scène de sa mort pour le film. Il portait un masque de fatigue qui n'était pas du maquillage. Et là, il a regardé le réalisateur et a murmuré ces mots prophétiques. « Je suis en train de vivre la mort de mon personnage ». 3 jours plus tard, son cœur, ce cœur qui avait battu pour la Révolution, pour le cinéma et pour les femmes, a décidé de s'arrêter. À cet instant précis, la liste de ses ennemis n'avait plus d'importance. Mussolini était un fantôme du passé.
Marilyn était un rêve lointain. Les procès et les tests ADN n'étaient que du bruit. Yves Montand a brisé le silence final, non pas par un cri, mais par un départ. Il a choisi de quitter la scène avant que les applaudissements ne deviennent faux. Il nous laisse une leçon brutale mais nécessaire. La gloire est un manteau trop lourd pour un seul homme. Elle vous donne tout, mais elle exige votre âme en retour. Elle vous fait croire que vous êtes un dieu, jusqu'à ce que la solitude de la vieillesse vous rappelle que vous n'êtes qu'un mortel. Peut-être qu'en fermant les yeux, il n'a pas vu ses ennemis. Peut-être a-t-il simplement vu le visage de Simone qui l'attendait dans l'obscurité, prête à lui pardonner enfin. L'histoire d'Yves Montand n'est pas celle d'une star, c'est l'histoire d'un homme qui a couru toute sa vie pour échapper à son ombre et qui a fini par trouver la paix, non pas sous les projecteurs, mais dans le silence éternel. C'était l'histoire d'une icône, c'était l'histoire d'un silence. Merci d'avoir écouté cette histoire avec nous. Si ce récit a touché une corde sensible en vous, n'oubliez pas de vous abonner à Icône et Silence. D'autres légendes attendent de briser leur silence, d'autres vérités attendent d'être dites. À bientôt, avant que les lumières ne s'éteignent.